Moi, j'ai toujours dit qu'un expert comptable, c'est un chef d'entreprise au service des chefs d'entreprise. Et puis, au bout de 6 mois, mon patron de l'époque me propose une association. C'est qu'ils n'interviennent que quand on les appelle. Ils sont pas du tout dans le conseil aux dirigeants de façon spontanée. Et ça, c'est une vraie problématique. Après avoir joué à Ajaccio, au Gazélec, j'ai signé à l'OM pendant 3 ans. Il a fallu que je passe un matin chez Bourdin, que j'arrive à me faire inviter sur RMC chez Bourdin, pour dire voilà, mardi, je vais dire quelles sont les banques qui jouent le jeu et celles qui jouent pas le jeu. Eh bien écoute, bonjour Lionel Canesi, je suis ravi de te retrouver ici. Alors déjà j'adore, tu es corse, tu vis à Marseille, tu as été président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, tu as eu un cabinet d'experts comptables qui est passé de 5 à 300 avec 15 associés, et aujourd'hui tu repars vers une autre carrière professionnelle. Tu vas nous raconter tout ça, mais je suis ravi de te recevoir. Salut Lionel. Merci Valentin, moi aussi je suis ravi d'être là ce matin. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens, pourquoi tu as décidé de faire ce métier d'expert comptable et nous parler un petit peu de ta carrière? Moi je suis né dans un magasin de chaussures sur le cours Napoléon à Ajaccio. Donc voilà, baigné dans ce métier de commerçant, 4 générations de magasins de chaussures à Ajaccio. Et puis je crois que la vocation est venue de là. Un jour mon père a eu un contrôle fiscal et il avait non pas un expert comptable, il pensait avoir un expert comptable, mais il avait un expert en comptabilité. Et donc pensant payer tout ce qu'il fallait, il a eu un redressement. Et donc j'ai vu mon père mal vivre ce moment-là, et je crois que voilà, l'envie de renverser la table, d'aider son père, fait que j'ai été vers ces études-là. Donc après l'armée, je commence mon stage d'expertise comptable dans un cabinet à Marseille. Et puis au bout de 6 mois, mon patron de l'époque me propose une association. Attends, tu étais stagiaire et on te propose une association. C'est ça, au bout de 6 mois. Ouais. Mais ça, c'est commun ou... Non, c'est plutôt atypique. Je pense voilà, il s'est dit, ouais, c'est peut-être la bonne personne avec qui j'ai envie de faire quelque chose. Je travaillais beaucoup, alors je faisais en parallèle, j'étais en train de mettre fin à une carrière amateur et presque professionnelle de foot. Après avoir joué à Ajaccio, au Gazélec, j'ai signé à l'OM pendant 3 ans. Voilà, et là j'étais à Aix-en-Provence, donc je finissais cette partie-là. Ligament croisé ou autre Non, chose? non, en fait, je pense que je suis né un peu trop tôt. Il y a eu l'arrêt Bosman qui est arrivé en 96, et donc tous les meilleurs Français sont partis en Europe. À l'époque, il y avait que Platini, Papin qui jouaient à l'étranger. Donc là, ça fait un appel d'air. Et en fait, moi, tous les copains de l'équipe de l'OM sont montés en deuxième, en première division. Voilà. Mais j'avais peut-être un défaut à ce moment-là, c'est que j'avais plus d'années d'études à moi tout seul que l'ensemble du vestiaire. Donc voilà, je pensais que la voie vers les études était plus sûre que de tenter une carrière pro au foot. Et donc voilà, on me propose cette association, donc je réfléchis pas beaucoup. Hein, dans la vie, quand il y a des opportunités, il faut y aller. Donc on s'associe. Au même moment, il y a une fusion avec un cabinet en Corse. Et puis voilà, on grossit petit à petit. Et puis 15 ans après, on est passé de 5 à 300 personnes, 15 associés sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Donc voilà, une belle expérience. Très clair. Et alors, ça c'était en quelle année? Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette croissance de 5 à 300 à deux niveaux? Premier niveau, c'est l'évolution de ton rôle au sein de la structure. Et deuxième niveau, c'est la gestion des différentes problématiques que tu rencontres en tant que patron de cabinet d'expertise comptable en fonction des différents seuils. Parce qu'on en parle très peu dans la profession, mais les experts comptables sont des chefs d'entreprise avant d'être des spécialistes de l'expertise. Ce sont des chefs d'entreprise et on ne parle jamais des passages de seuil et des enjeux qu'on a en fonction des différents seuils. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Moi, j'ai toujours dit qu'un expert comptable, c'est un chef d'entreprise au service des chefs d'entreprise. Donc on met notre expérience de chef d'entreprise au service de tous nos clients, et l'expérience qu'on tire aussi de l'accompagnement de nos clients permet d'avoir une expérience un peu plus globale et donc d'être ces chefs d'entreprise, service chefs d'entreprise. Les seuils, j'entends beaucoup parler de seuils, moi, dans la profession, et en fait, je pense qu'il n'y a aucun seuil idéal. Il y a que des seuils, je vais dire, un peu avec un langage du Sud, il n'y a que des seuils à la con. On se plaint toujours. Voilà. Quand on est seul, on se plaint. Quand on commence à être 5 ou 10, parce qu'en fait, on essaye toujours d'aller plus haut, en fait, ou de diversifier. Et la première étape, souvent, c'est le premier collab.
Et puis au bout d'un moment, on se dit, bon, maintenant, il va peut-être falloir que je structure un service social en interne. Et puis quand on commence à avoir un peu plus de taille, on se dit, ben, maintenant, il va falloir que j'aille dans le juridique. Et peut-être d'aller au-delà du secrétariat juridique, de faire du vrai juridique. Mais ça, il faut aussi un volume de clients, il faut une taille. Donc on est toujours dans cette course. Et puis après, on va peut-être voir faire un peu d'accompagnement patrimonial. Voilà. Et donc on est toujours dans cette recherche. Pareil, une fois qu'on a mis en place le service social, ben, une personne, c'est dangereux. Donc il faut arriver à 2, 3, 4 pour pouvoir sécuriser s'il y en a une absence, une maladie. Voilà. Donc voilà, en fait, on est toujours à cette recherche de seuil, du bon seuil, et puis de la bonne organisation. En fait, moi, j'ai fait évoluer le cabinet tous les 2, 3 ans en me projetant toujours sur l'évolution d'après. En fait, ne pas attendre d'être devant le mur pour bouger. Je m'explique, j'ai commencé le cabinet, j'avais une croyance, c'est que plus j'aurai de personnes, moins je travaillerai. Et en fait, la réalité, c'est que plus on a de personnes, plus on travaille. Mais différemment. Voilà. Sauf si on arrive à avoir la bonne organisation. Et donc, naïvement, je m'étais mis avec une organisation en râteau. Donc en fait, j'étais l'expert comptable et le directeur de mission de tous les collaborateurs. Donc plus il y a de collaborateurs, plus il y a de dossiers, plus il y a de problèmes, c'est proportionnel, plus ça me remonte et plus je t'ai noyé. Et moi, j'avais une activité sur Marseille où je faisais beaucoup de pharmacie, pratiquement que de la pharmacie. Voilà. Et j'étais membre d'un groupement de cabinets spécialisés en pharmacie. Et un jour, on est à Lille et je discute avec le président de l'époque du groupement. Et il m'explique que lui, il prend 6 semaines de congé par an, que l'été, il le passe en Bretagne la moitié de l'année et qu'il travaille à mi-temps, que toutes les 3, 4 semaines, il part. Voilà. Et moi, à l'époque, je prenais 15 jours de vacances, quoi. Et je lui dis, attends, là tu me fais rêver. Voilà, c'est quoi le secret? Et il m'a dit une phrase, en fait, de temps en temps, on a des phrases comme ça qui marquent. Et il m'a dit une phrase qui est rentrée par une oreille et qui s'est arrêtée dans mon cerveau. Il m'a dit, tu sais, il ne faut pas faire ce que l'on peut faire faire. Donc, délégation. Et en fait, un des problèmes dans la profession, comme dans beaucoup de professions, c'est qu'on pense qu'on fait mieux que les autres, et donc on ne veut pas déléguer. Et qu'on est surtout indispensable en réalité. On pense que parce qu'on n'est pas là, le client va partir, il va aller ailleurs, il va se sentir délaissé, ce qui sont des pures croyances. Et donc ça crée une limite en fait. Et donc, j'ai vite compris qu'en fait, si je voulais continuer à m'épanouir, il fallait que je délègue et que je fasse confiance. Parce que quand on délègue à quelqu'un et qu'en plus il sent qu'il y a une confiance, il se réalise aussi. Et c'est gagnant-gagnant. Et donc je suis passé de cette organisation en râteau à une pyramide. Avec des chefs de mission, avec des experts comptables stagiaires dans l'idée de les associer derrière. Et là, tout de suite, j'ai pu m'alléger en fait de cette charge et faire vraiment mon travail d'expert comptable et permettre de continuer à la fois à faire du commercial, hein, parce que c'est le rôle de l'expert comptable, mais aussi de l'accompagnement du client quand il a besoin. En fait, le client, j'ai l'habitude de dire qu'il y a 2 types d'experts comptables. Il y a ceux qui pensent que leur métier s'arrête quand la liasse fiscale est produite, et il y a ceux qui pensent que leur métier commence à ce moment-là. Donc en gros, c'est toute la question entre le travail administratif et l'accompagnement du client. Moi, j'ai toujours pensé que mon rôle, c'était d'accompagner le client. Donc si on est noyé par l'administratif, le jour où le client a un problème, on n'est pas dispo. Et c'est pas bon. Et c'est là qu'il a besoin de nous. Mais c'est ça qui est assez difficile, je trouve, dans votre profession. C'est que en réalité, tu as tout. Tu as des tâches administratives qui sont faites par certains types de cabinets d'experts comptables. Et ça renvoie à une notion de pas cher. Pour moi, c'est les experts comptables low cost qui vont faire des trucs qui sont très très bien. Et je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, mais qui vont travailler sur du volume. Et des experts comptables qui vont faire vraiment du conseil à haute valeur ajoutée, mais ils portent le même nom et ils ont le même titre. Et je trouve que ça crée un espèce de flou artistique pour les clients de cabinets d'expertise comptable et même pour les experts comptables entre eux, parce qu'on n'a pas une lisibilité transparente du marché. Mais après, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est le tissu économique français. Le tissu économique français, c'est 3-4 millions de TPE. On n'est pas les Allemands avec un gros tissu de TI. Donc, le besoin d'une immense majorité de TPE, c'est de l'administratif. L'artisan, le commerçant, ce qu'il veut, c'est ses bulletins de salaire, ses déclarations d'impôts. Ils ne sont pas très demandeurs. Après, on a certains chefs d'entreprise avec des tailles un peu différentes qui ont besoin de cet accompagnement. Puis après, ça dépend des tissus. Moi, je suis en PACA. Le tissu économique de PACA, c'est essentiellement de la TPE. Paris, c'est sûrement un peu différent, avec des boîtes d'une autre taille. Voilà. Donc l'expert comptable s'adapte. Et puis souvent, on a un expert comptable qui nous ressemble. L'artisan ne va pas aller chez la très grosse structure internationale. Mais
Notre défaut, par moment, c'est le faire savoir en fait. On fait beaucoup de choses, mais on ne le fait pas savoir. Et des fois à nos clients. Pourquoi? Parce que comme on est noyé, on a du mal à expliquer, à prendre le temps de faire un rapport. Donne un exemple. Un client vient me voir et me dit dividende ou salaire? Question assez basique, hein. Mm. On connaît la réponse. Mais notre réponse, c'est pas 2 minutes. C'est parce que c'est du travail. On va donner la réponse instantanément au client. On va lui dire, voilà, dans votre cas, il vaut mieux prendre du dividende que du salaire. Alors qu'on lui dirait, écoutez, c'est une question qui demande une étude sérieuse. Je vous reçois 1 heure, je prends toutes vos questions, je vous pose quelques questions, on se revoit dans une semaine, je vous remets un rapport. C'est pas la même chose. Mais comme on est vraiment dans le quotidien et débordé, voilà, on va un peu trop vite sur ces sujets et on valorise pas assez notre mission. Mais parce que moi je suis totalement aligné et j'ai d'ailleurs fait une mission il y a 3 semaines dans un cabinet d'expertise comptable qui fait 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc qui commence à être quand même un beau cabinet Bien sûr. d'expertise comptable. Et on audite la globalité des centres de profit et on s'intéresse à un centre de profit qui est exactement celui dont tu es en train de parler. C'est l'optimisation de la rémunération du dirigeant ou le ROC pour Return Cost au niveau de l'entreprise. Et en fait, on voit qu'il y a une trentaine ou une quarantaine de missions qui ont été faites par un petit pôle d'experts comptables. Et donc, on l'analyse en échantillon pour voir s'il y a quelque chose qui se passe. Le panier moyen de facturation est à 2800 euros, hors taxe, sur ces missions-là. L'économie moyenne réalisée à destination du chef d'entreprise est à hauteur de 64 000 euros. Et là, tu te dis qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire que la valeur générée, c'est 64 000 euros par an, donc sur année N, N1, N2, N3, N4. La facturation de l'expert comptable, c'est 2800 euros de panier moyen. Et là, tu te dis comment est-ce que tu veux que ton client respecte ton travail et sache que tu es un professionnel à haute valeur ajoutée si la captation de la valeur est aussi faible. C'est ça. En fait, il faut qu'on apprenne à se vendre. Exactement. Et au juste prix. Donc c'est pour ça que le low cost, moi, j'y crois pas. En plus, le low cost, ça crée beaucoup de problèmes pour les cabinets qui le font. Déjà, il y a un marché de clients low cost qui iront au moins cher, quoi qu'il arrive. Donc, il n'y a pas de fidélité. Et le rôle, enfin, les cabinets d'expertise comptable a besoin de travailler sur la fidélité. Donc, le low cost, ça crée ce problème, c'est qu'on attire beaucoup de clients comme ça. Et au bout d'un moment, il faut des collaborateurs pour traiter les dossiers. Et donc, en fait, il n'y a plus de rentabilité. Donc, il y a des cabinets qui se sont montés très vite sur le low cost, qui ont atteint 3-4 millions de chiffre d'affaires, mais qui ont déposé le bilan derrière. Parce qu'il faut générer de la rentabilité. Et pour revenir à ton exemple, ouais, la problématique, c'est qu'on a quelque part une crainte à vendre chez les experts comptables. Comme on a une mission récurrente, on a nos clients sur des années, on a du mal à vendre et donc à vendre notre savoir-faire. C'est un vrai problème. Moi, j'ai poussé pour qu'on essaye d'avoir des formations auprès des stagiaires de management, de marketing, de communication. Il n'y en a pas dans les écoles ? Il n'y en a pas encore. Ok. On est vraiment axé aujourd'hui sur une formation très technique. Mais c'est le cas d'ailleurs de toutes les professions libérales françaises. Quand tu regardes toutes les professions juridiques, les professions du chiffre, les professions de la santé, les professions de l'immobilier, se font tous dans des facultés ou dans des écoles. Il n'y a jamais, au grand jamais, de formation liée à la qualité du chef d'entreprise. C'est que de la formation technique. En France, on forme des experts, mais on ne forme pas des chefs d'entreprise. C'est ça. Alors, je suis quand même persuadé qu'il y a une grande partie qui est innée, mais il y a des clés. Et ça, il faudrait former à ces clés. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mais c'est compliqué aussi parce que j'ai eu le sentiment par moment que la profession n'était pas forcément réactive. On a créé en PACA le premier club management. Voilà. Donc j'entends beaucoup me dire on a du mal à gérer les équipes, génération Y, etc. Donc on a créé un club management. Et au bout d'un moment, je pense que ce mot est devenu péjoratif. C'est-à-dire, mais bien sûr que je sais gérer moi. Déjà, si tu ne te remets pas en question, te dire si j'ai des problèmes avec les collaborateurs, allez, 1, 2, 3, c'est qu'il y a un problème de management. Donc, est-ce que je ne peux pas aller voir les autres, regarder s'il n'y a pas des techniques pour que je me remette en question. Et on a besoin de se remettre en question. Alors ça, c'est pas propre à la profession, c'est toutes les professions, tous les chefs d'entreprise. Voilà. Mais je pense que ce qui est important, il faut avoir cette lucidité de se dire, le monde bouge, les gens évoluent, donc il faut que je me remette en question. Et ça, c'est une certitude. Et la formation n'a jamais été aussi importante que maintenant. On parle de management, de vente, de stratégie, c'est extrêmement important. Mais aussi sur les nouvelles technologies. Moi, je suis assez effaré de voir aujourd'hui qu'il y a des trucs incroyables qui existent. Et je travaille pas mal avec le FEF Dalloz et qui ont sorti un outil qui s'appelle Génial, qui est un outil d'intelligence artificielle qui tourne exclusivement sur leur fonds documentaire. Ils te sortent de la qualité comme j'ai jamais vu. Moi, je comptais sortir de secteur d'activité
J'y suis revenu parce qu'ils ont sorti cet outil et il est juste incroyable. Et tu vois qu'il ne soit pas encore utilisé par les experts comptables pour monter sur des dossiers à plus haute valeur ajoutée, etc. Je ne comprends pas. Parce qu'en fait, on a un avantage qui est notre principal défaut, c'est que le 1er janvier, on connaît notre chiffre d'affaires de l'année. Mais Donc c'est une force. Ce qui est une connerie. Non, mais c'est une force, parce que voilà, on connaît notre chiffre d'affaires. Donc, par contre, c'est une faiblesse, c'est que on n'a pas forcément envie de faire autre chose. Mais, non, mais en plus, Lionel, attends, réfléchir comme ça, pour moi, c'est une hérésie. Mmh. C'est-à-dire que la rentabilité du cabinet d'expertise comptable ne se fait pas sur l'expertise récurrente, elle se fait sur l'exceptionnel. Donc au 1er janvier, on a une base, mais l'objectif, c'est de faire en sorte de réussir à vendre un tas de missions à sa clientèle présente, réussir à en capter de nouveaux pour limiter le churn et faire en sorte d'avoir une croissance qui soit une croissance raisonnable, mais aussi aller chercher l'exceptionnel, enfin, sauf si je me trompe. Non, mais pour ça, il faut une donnée essentielle qui est le temps. Et depuis 10 ans, en fait, on entend beaucoup parler au niveau du gouvernement de simplification. Ouais. Et en fait, toutes les simplifications ont été dans le sens de la simplification de la vie des administrations et donc une complexification pour les entreprises. Et les experts comptables. Et donc, les experts comptables. Et on est noyé dans beaucoup de cabinets par de l'administratif, qui crée aussi des problèmes d'attractivité et pour garder aussi les collaborateurs, parce qu'au bout d'un moment, ils en ont ras-le-bol de toute cette pression de date, d'administratif. Et donc, en fait, ce qui fait en sorte qu'on a du mal à aller faire autre chose, parce qu'on est noyé, il manque du temps et il manque des collabs. Voilà, c'est ça aujourd'hui notre donnée. On a une haute valeur ajoutée qu'on peut apporter à l'économie française et à tout ce tissu de TPE-PME, mais on n'a pas forcément le temps. Et donc les cabinets qui arrivent à se dégager du temps, oui, ils ont cette possibilité d'aller faire de l'exceptionnel, des missions plutôt sympas. Mais voilà, c'est aujourd'hui cette complexité. C'est pour ça que moi je me suis beaucoup battu, déjà président de l'Ordre de PACA, puis président du Conseil national, pour simplifier la vie, non pas de l'administration, mais des TPE-PME. Je ne parlais même pas des experts comptables, parce que si j'allais me battre dans les ministères pour les experts comptables, ils m'auraient dit, bon, il est corporatiste, celui-là, on ne l'écoute pas. Donc j'allais me battre pour les TPE-PME. En plus, j'étais président au moment du Covid, donc c'était un peu plus facile. Et dire, voilà, simplifions-leur la vie. Si on leur simplifie la vie, ils feront plus de chiffre d'affaires, il y aura plus de rentrées fiscales. Enfin, c'est un cercle qui est vertueux. Mais bon, c'est pas toujours facile parce qu'on a cette haute administration qui, par moment, est un frein. Et vous bossiez un petit peu avec le MEDEF, la FEP, main dans la main, justement, pour ce genre de choses? Ben, pendant le Covid, oui. En fait, pendant le Covid, moi, j'ai essayé de porter la voix de l'expert, mais qui avait les mains dans le cambouis des entreprises. Et souvent, c'est ce qui manque déjà à l'administration fiscale. Il y a des gens brillants, dévoués, mais il leur manque par moment voilà, ce lien avec le terrain que j'ai essayé d'incarner à ce moment-là. Et en 2 ans de présidence nationale, on a quand même réussi à faire passer une trentaine d'idées qui se sont transformées, soit en loi, soit en décret, différents fonds Covid. Voilà. Parce qu'on avait ce pragmatisme, en fait. Voilà. Mais oui, on était en contact à l'époque du Covid, même toutes les semaines. Hein, CPME, MEDEF, etc. etc. quoi. On va revenir un petit peu sur ta carrière d'expert comptable dans ce cabinet qui s'appelait C2C. Donc tu deviens associé en tant que stagiaire, vous montez jusque 300 personnes. À un moment, tu décides de partir Oui. De ce cabinet. Comment on quitte un cabinet qu'on a créé quasiment depuis le départ, enfin quasiment ex nihilo à 5 personnes, on l'amène à 300 personnes, 15 associés, et on s'en va. Pourquoi? Moi, j'ai toujours été un homme de projet. Je veux surtout pas me lever le matin me disant, voilà, c'est pour des raisons alimentaires. Donc, j'ai besoin d'un moteur. Et le moteur, l'énergie, c'est le projet. Et je pense que j'étais arrivé au bout d'un projet et j'avais envie d'autre chose. Donc, c'est à ce moment-là que j'en discute avec mes associés. Donc, naturellement, ils me rachètent mes parts. Et donc, moi, je rachète le cabinet de Marseille et j'associe à ce moment-là 2 experts comptables qui avaient été mes experts comptables stagiaires. Quelque part, la boucle, Transmission. Voilà, transmission. Avec cette idée de dire, voilà, moi aujourd'hui j'ai des fonctions politiques chez les experts comptables, je suis moins disponible pour le cabinet, donc vous gérez le cabinet, moi je serai là un jour ou 2 par semaine parce que j'ai ce besoin aussi, j'avais ce besoin de garder les mains dedans. Hein. En fait, quand on analyse, dans l'analyse managériale, moi j'ai un côté rouge, leader, mais j'ai aussi un côté bleu. C'est-à-dire que j'aime bien mettre les mains dedans et regarder comment ça se passe. Et je me suis toujours dit, de toute façon, si on veut donner des directives, amener les gens vers un endroit, autant savoir comment ça fonctionne aussi, on est un peu plus crédible. Voilà. Donc on a racheté ce cabinet de Marseille, et puis voilà, c'était un nouveau projet. Voilà. C'est vraiment ce
qui me caractérise. Moi, j'ai vraiment besoin de projets, sinon je m'emmerde vite. Ok, comment ça se passe le rachat? Ça se passe bien? Il y a des tensions? Ils comprennent ton choix ou pas trop? Bah, c'est toujours il y a toujours c'est un peu compliqué. C'est une association, c'est presque pire qu'un mariage en fait, puisque on se voit plus qu'avec les conjoints. Bien sûr. Voilà. Et puis il y a l'évolution aussi dans le temps. Quand on s'associe à 27, 28 ans, est-ce qu'à 40 ans, on a tous évolué de la même façon? Est-ce qu'on a tous les mêmes attentes? Donc voilà, ça bouge. Après, il faut essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Il faut faire des concessions aussi, réciproques. Et puis voilà. Euh, mais il y a quelque chose aussi. Souvent, bon, on regarde une question d'argent. Mais alors, c'est peut-être mon côté corse, mais pour moi, l'indépendance, la liberté, ça vaut quand même un peu plus que l'argent. Donc, si à un moment donné, il faut lâcher un peu pour récupérer cette liberté, cette indépendance, ben, c'est pas un souci. Très clair. Tu rachètes quand donc ce cabinet de Marseille? Donc on est en 2020, on est 6 mois avant les élections au Conseil national. Très clair. Pourquoi tu décides de te lancer aux élections au Conseil national? En fait, ça faisait depuis 2008 que j'étais élu. J'ai commencé par être élu au Conseil régional de PACA, j'étais trésorier. Et à l'époque, moi, un peu naïvement, hein, j'arrive dans cette fonction politique. Moi, je me suis toujours dit que dans la vie, il y avait les paroles et les actes. Quand on faisait de la politique, on devait dire avant ce qu'on allait faire, se faire élire sur un projet, et une fois qu'on est élu, mettre en œuvre le projet sur lequel on a été élu. Voilà. Donc un vrai engagement. Un vrai C'est-à-dire engagement. on sait pourquoi on t'élit, on sait ce que tu vas faire C'est et tu ça. t'engages à le faire. C'est ça. Alors, c'est peut-être aussi un atavisme familial. Hein. À l'époque, mon père, donc toujours ce magasin de chaussures, crée le premier syndicat de petits commerçants à Ajaccio qui luttait contre l'installation de la première grande surface, avec cette idée que la grande surface allait tuer les petits commerces. Voilà. Donc j'avais 10 ans à l'époque, donc ça m'a peut-être marqué. Mais donc j'arrive à l'ordre et on avait un projet. Et donc moi j'ai dit, bon, on va mettre en œuvre le projet. Et puis là, le président de l'époque, non, maintenant on a été élu, donc maintenant on va faire un peu ce qu'on veut, on va profiter. Et là, j'ai une cassure. Et en fait, je me rends compte ce jour-là que si on veut faire les choses, il faut être président. Ok. Voilà. Et donc je me dis, Lionel, si tu veux faire bouger les choses, il faudra que tu sois président pour faire bouger les choses. Non pas pour être président, mais parce que pour moi, un poste, c'est ce qu'on va en faire. Voilà. En fait, il y a être et faire. Et donc, petit à petit, donc, je gravis les échelons, vice-président du Conseil régional de PACA. La fin de cette mandature, certains me disent, Lionel, il faut que tu ailles à la présidence. Et puis moi, je dis non, j'ai pas encore assez d'expérience. J'ai un ami qui voulait y aller aussi. Je dis vas-y. Et puis moi, je monterai au Conseil national pour faire mon expérience. Donc, élu au Conseil national pendant 4 ans, où là, je m'occupe de l'attractivité, en parallèle au bureau national de mon syndicat Expert Comptable de France. Et puis 2016, là, je suis candidat aux élections en PACA. Donc, on gagne les élections en PACA. Et pareil, j'avais un projet. Et donc, à la première minute de mon élection, j'ai mis en œuvre le projet. Au bout de 2 ans, en fait, on avait fait le projet des 4 ans. Voilà, C'était quoi le projet dans les grandes lignes? Le projet dans les grandes lignes, c'était, et c'est ce que j'ai continué à faire au national derrière, c'est permettre aux experts comptables d'être écoutés, consultés, respectés par le monde politique, économique, administratif. On a souvent l'impression chez les experts comptables qu'on nous marche dessus, qu'on ne nous écoute pas. Il y a des textes des fois qui sortent, qui sont d'une complexité terrible, même nous on ne les comprend pas. Je me suis dit, mais on peut accompagner cette simplification. Mais pour ça, soit on se plaint, soit on est des yaka faucons, soit on se remonte les manches et puis on va faire des propositions. Donc à cette époque-là, arrive la loi ESSOC de Gérald Darmanin qui était au budget, donc la loi sur le droit à l'erreur et la simplification. Et donc président de PACA, il sonne à quelques portes et puis il arrive à être reçu à l'Assemblée par la commission avec 50 propositions de simplification des experts comptables de PACA. Alors bon, déjà à l'époque, je me suis fait quelques amis, hein, surtout au Conseil national qui faisait rien, en disant mais pourquoi le président de PACA fait le rôle du Conseil national, il n'a qu'à rester en PACA. Voilà. Quand ils m'ont dit ça, je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc j'ai envoyé mes 50 propositions à tous les experts comptables de France. Je dis voilà, continuez à venir me chercher, vous allez me trouver. Mais c'était ça l'idée. L'idée aussi, c'était d'upgrader la formation des experts comptables. Tout à l'heure, on disait que la formation, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. On avait des formations qui ronronnaient, c'était toujours les mêmes. Et donc, on a voulu moderniser tout ça. Donc, voilà, on a réussi, ce qui a changé un peu le modèle. Et puis, je disais qu'il fallait qu'on aille dans les médias. En fait, on avait peur de la com, les experts comptables. C'est pas naturel. Mais si on ne va pas dans les médias pour expliquer ce que nous sommes capables de faire, ça ne marchera pas. Bah, vous continuerez à être traités comme des comptables. C'est ça. Et donc, c'est là qu'on a créé une émission qui était le rendez-vous de l'expert en PACA. À l'époque, c'était ce qui est devenu maintenant BFM Marseille.
Donc tous les mois, j'avais 11 minutes. Alors, j'y allais pas tout le temps, j'en voyais aussi d'autres, parce que je pense que c'est important qu'il y ait d'autres visages. Il ne faut pas qu'il y ait qu'une seule incarnation de la profession, où on répondait de façon pragmatique à des questions, voilà, sans être trop dans la technique, mais d'expliquer dans un langage compréhensible les sujets. Et ça permettait voilà, de montrer ce que pouvait faire un expert comptable. Voilà. Ça, c'était les grands projets. Puis je me pose la question en 2019, est-ce que je continue pas en Attends, il y a un PACA? truc qui m'intéresse là-dedans. Est-ce que tu es payé quand tu es président du conseil régional? Et si oui, combien? Tu as une petite indemnité, alors après ça dépend de la taille des conseils régionaux. Moi à Ok, l'époque en PACA c'était 3 000 euros. d'accord. Oui, donc Voilà. c'est que dalle par rapport à l'investissement que ça te Bah, demande. je pense que je passais un trois quarts de temps. Ok, oui, donc c'est rien du tout. Ok. Voilà. En Par fait, rapport à ce que tu gagnais dans le cabinet dans lequel tu faisais 300 personnes, voilà. c'est du poids des En mesures. fait, c'est pas une question d'argent, c'est une question. Enfin, pour moi, après, je sais qu'il y en a certains, ils font ça voilà, pour avoir un peu de sous, pour avoir un peu d'ego, un peu de lumière. Voilà. Moi, c'est une question de passion. Donc voilà, j'aurais une indemnité, j'aurais pas une indemnité, c'était pareil, je l'aurais fait quand même. Mais c'est cette envie, voilà, de bouger les lignes, je crois. Ok. Donc tu te lances en 2019 pour Voilà. le Conseil national de l'ordre. Donc je deviens élu à l'unanimité de mon syndicat, candidat aux élections de 2020, mon syndicat. Mais je me posais la question de savoir est-ce que j'allais rester en PACA, est-ce que j'allais passer la main, parce que j'ai eu à un moment donné le sentiment d'avoir fait le tour, quoi. Ok. Voilà. Et je veux pas être le mec qui va couper des rubans ou qui va remettre des bouquets de fleurs, quoi. Ça c'est voilà, c'est pas Inaugurer bon. les chrysanthèmes. Voilà, ça c'est pas mon truc. Et puis arrive février 2020, le Covid. Et là, en une soirée, toute l'économie française est confinée. Les entreprises ferment, et là, un impact psychologique terrible, quoi. Euh, une grande partie du métier d'expert comptable, c'est pas de la technique en fait, hein, malgré ce qu'on pense, c'est de la psychologie. En fait, on accompagne des chefs d'entreprise. Moi, j'ai des chefs d'entreprise qui rentraient dans mon bureau pratiquement en larmes, en sachant comment ils vont faire pour s'en sortir, pour payer leur crédit, etc. Et qui ressortaient avec la banane parce que voilà. Alors que tu avais les mêmes merdes qu'eux, parce que toi Bien aussi sûr, t'es pas dans l'entreprise, toi non plus tu savais pas voilà. comment t'allais faire, Et, etc. et c'est ça notre rôle, c'est de leur remonter le moral, de leur montrer la voie. J'ai même certains qui me disaient, mais Lionel, tes honoraires devraient être pris en charge par la Sécu, quoi. D'autres qui m'appelaient docteur, parce que un peu le divan, et oui, parce qu'on est le réceptacle de toutes ces peurs, toutes ces craintes. Ça faisait partie de ces 50 propositions, ça? Non, non. Et donc arrive le Covid, et là, en fait, on a vu pendant cette période ce qu'avaient les gens dans le ventre. Entre ceux qui ronflaient avant en disant moi, et le Covid arrive, ils étaient planqués à la maison à double tour et ils ne sont pas sortis pendant 15 jours ou pendant 3 mois. On les appelle les FFP2. Voilà, c'est ça. Et puis il y a ceux qui, des fois, payaient pas de mine, plutôt réservés, et qui là se sont levés. Voilà. Et ont essayé de faire des choses. Et c'est une période qui est très intéressante. Je crois beaucoup disent ah, on a vécu cette période, mais je crois que ouais, c'est une période qui mérite d'être vécue. Moi, j'aime beaucoup le livre de Nicolas Sarkozy qui était Le temps des tempêtes. En fait, dans ce livre, il explique que lui, il n'aime pas le temps calme, qu'il aime les tempêtes, parce que dans les tempêtes, on peut régler des problèmes. On peut montrer des choses, on peut. Voilà. Et en fait, moi, je suis un peu comme ça. Par temps calme, je m'emmerde. Mm. Et là, le Covid, ça a été génial. C'est marrant parce que j'avais une phrase de mon mentor qui revient, où il m'a toujours dit j'ai toujours préféré les ennuis à l'ennui. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, ce Covid, je me sens une responsabilité. Je me dis, voilà, tu es le président des 2000 experts comptables de PACA. Il y a des textes qui sortaient tous les jours, avec des lectures de textes, mais 3 heures du matin. contradictoires. Euh, et là, le Corse qui se levait plutôt, pas très tôt le matin, 4 heures du matin, réveillé tous les jours. La première chose que je fais, c'est pas de lire ni la Provence ni l'équipe, c'est le journal officiel. Et là, je découvrais les textes. Je les analysais, je les envoyais à ma secrétaire générale, et je dis voilà, à 8 heures du matin, je veux que les 2000 experts comptables de PACA, ils aient les derniers textes commentés, et qu'ils soient au courant, parce qu'eux, ils sont au front avec les clients. Et les clients qui disent mais comment je vais faire, comment je vais mon chômage partiel, l'activité partielle à l'époque qui marchait pas, le fonds de solidarité, les trucs contradictoires, toutes les questions qu'on pouvait se poser. Après la concurrence qu'il pouvait y avoir entre les mairies, les départements, les régions, chacun voulait sortir son aide. Enfin, c'était une période. Mais attends, pourquoi ça c'était pas géré au niveau national? C'est quoi l'intérêt de faire ça à tous les patrons de conseils régionaux? Pourquoi on centralise pas tout ça? C'est ce que j'ai fait quand je suis devenu président national, D'accord. mais ça n'a pas été fait parce que voilà, chacun a une conception de son rôle qui est Qui est différente. différente. Ok. Voilà, pour moi, moi j'aime bien, certains en pensant que c'est une insulte, me surnommer Napoléon.
Parce que bon, je suis né à Ajaccio. Moi, quand je vois Napoléon. J'espère que tu finiras pas à Sainte-Hélène. Non, voilà, mais je me suis toujours dit, moi, si je pouvais laisser à la profession 1% de ce que Napoléon a laissé à la France, ma mission sera réussie. Et en fait, je suis plutôt Napoléon sur le pont d'Arcole avec le drapeau qui a envie d'emmener tout le monde, plutôt que planqué sur la colline à diriger les. Voilà. Et là, tous les matins, cette analyse, et j'avais les consoeurs et confrères au téléphone qui me disaient merci, merci parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Je me rappelle aussi d'un sujet où on a fallu mettre les gants de boxe avec les banques à l'époque. Les banques qui n'ont pas compris qu'on était en guerre, comme l'a dit le président, et qui demandaient toujours des prévisionnels de trésorerie sur 36 mois pour faire des prêts. Et moi, j'ai discuté avec les banquiers, je dis, mais attendez, moi, expert comptable, je suis incapable de savoir combien de temps va durer le Covid, quel va être l'impact sur mon cabinet, donc vous me demandez un prévisionnel de trésorerie sur 36 mois, je suis incapable de le faire. Donc il a fallu que je passe un matin chez Bourdin, que j'arrive à me faire inviter sur RMC chez Bourdin, pour dire, voilà, mardi, je vais dire quelles sont les banques qui jouent le jeu et celles qui ne jouent pas le jeu. Voilà. C'est pas possible. On est en guerre. Les banquiers ne peuvent pas être la cause de dépôt de bilan massif d'entreprises. En fait, j'avais 2 réseaux à l'époque qui jouaient pas le jeu. Et là, ça, voilà. C'était qui? Je ne vais pas dire les noms. Ça sera pas regardé, mais. Non, mais c'est des grands réseaux. Je me souviens d'un directeur régional qui m'appelle et qui me dit, Monsieur Canesi, ma direction nationale est fâchée contre vous. J'ai dit, ouais, ça me fait une belle jambe. Voilà. J'ai dit, maintenant vous avez des clients, arrêtez. En fait, on a réussi à faire bouger les choses. Et c'est aussi une période, moi je me souviens, elle était tellement anxiogène. Donc je commençais par le journal officiel et puis après je mettais BFM à l'époque. Et là, le décompte des morts, le décompte des si, et puis ça pèse sur la charge mentale. Et je me souviens qu'après l'interview avec Bourdin, j'ai décidé de couper la télé. Et en fait, je n'ai plus regardé la télé pendant cette période-là. Et en fait, la charge mentale, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Et c'est fantastique cette période parce qu'on a pu montrer le rôle des experts comptables en fait. Et donc arrivent les élections et sur cette vague du Covid où en fait toute la France pratiquement regardait les réseaux sociaux, les comptes de réseaux sociaux de PACA, du Conseil de l'ordre de PACA, parce qu'on donnait les infos en fait. Parce qu'on était à ce combat, on a peut-être été le leader à ce moment-là du combat. Et donc sur la vague, je me fais élire président du Conseil national en novembre 2020. Ok, et là ça change quoi? C'était une ambition que tu avais toujours nourrie ou pas du tout? C'était vraiment une opportunité avec ce que tu as vécu pendant le Covid? Non, c'était une ambition de vouloir moderniser la profession, voilà, de continuer à se battre pour... moi je suis fier d'être expert comptable en fait, et je voulais que la profession le soit aussi, et qu'on bouge. J'ai peut-être été le ou un des 2 plus jeunes présidents de l'histoire, donc président des experts comptables à 46 ans, voilà, mais encore en plus en activité. Souvent, j'ai des prédécesseurs qui étaient pas loin de la retraite, presque un bâton de maréchal, quoi. Et avec cette envie de bouger les lignes sur le numérique, on voit bien que le numérique bouge beaucoup, que les experts comptables sont pris au piège de beaucoup d'éditeurs, on paye très cher, des outils d'un autre temps, donc il fallait faire quelque chose. Sur la formation aussi, il fallait faire quelque chose. Sur le respect de la profession, enfin, se dire, voilà, il y a le Covid qui a permis de mettre en lumière notre rôle. Ouais. Il va falloir le porter, faire bouger les lignes aussi avec le gouvernement sur la simplification de la vie de nos entreprises. Voilà, c'était ça mon projet. Et puis, montrer l'attractivité auprès des jeunes. Enfin, un métier formidable qui a une mauvaise image. En fait, on a une image qui ne correspond pas à la réalité de notre métier, donc il faut les réaligner. Voilà, c'était ça mon ambition. Et pareil, donc je suis élu le 16 décembre 2020 à la présidence. Dès le 17, je suis au travail sur ces sujets. Ok. De quoi tu es fier dans ta présidence? C'est quoi le projet dont tu es le plus fier? Je suis fier d'avoir réussi à faire bouger les lignes et avoir vu, et beaucoup d'experts comptables l'ont dit, cette fierté retrouvée d'être expert comptable. Okay. Voilà, c'est ça dont j'étais le plus fier. Alors après, on a fait beaucoup de choses, et puis j'avais une équipe autour de moi exceptionnelle, on était tous alignés, voilà, avec une envie, c'est de servir et d'être utile. Personne n'était là pour se servir ou pour la lumière. Et ça, c'est fantastique, parce que seul, on ne peut rien faire. Donc il faut vraiment avoir... voilà. Moi, j'ai toujours dit que le président, ce n'était pas le général, c'est un organisateur, c'est un géo en fait. C'est comme un coach d'entreprise, d'équipe de foot. Il est là pour mettre les meilleurs à leur place et faire en sorte que tout est en musique, quoi. Voilà, c'est pas celui qui donne des ordres, ça marche pas. Tu as eu aussi des difficultés après ton mandat, parce que ça on en a parlé avant le podcast,
où j'ai l'impression que dans toutes ces institutions, en fait, il y a des guerres à chaque fois, des guerres politiques, des guerres d'ego ou je sais pas quoi. On t'a notamment reproché l'achat d'un immeuble à Paris. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? En fait, on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle le microcosme, qui représente en général 5 à 10% d'une population. Le microcosme politique national, le microcosme chez les experts comptables, enfin dans tout. Et ce microcosme, en grande partie, puis maintenant que je suis sorti, je peux le dire librement, de toute façon, bon, je suis connu pour être plutôt droit au but et avoir une parole assez libre. Euh, En gros, il y a 10% du microcosme qui est là pour servir la profession, et il y en a 90% qui sont là pour se servir. Et quand on arrive jeune, un peu un bulldozer, qui a envie de faire bouger les lignes, en fait, on se met à dos ces gens-là. Parce qu'ils veulent des postes. Et en fait, j'ai incarné ce qu'ils n'aiment pas. Voilà. Celui qui n'est pas là pour des postes, mais qui est là pour faire bouger les lignes. Celui qu'on n'achète pas, voilà. Et ça les a dérangés. Mais on le voit en politique, on le voit partout. Enfin, il y a des gens qui sont attaqués, qui sont salis, ils font la une des journaux, 5 ans après, ils sont blanchis, mais on oublie ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est très dur, mais quelque part, voilà, il faut essayer de faire bouger les lignes. Donc, moi, j'ai fait 2 projets très impactants, en fait, dans la profession. Le premier, c'était de créer un fonds d'investissement numérique pour les experts comptables. Ça a été une première nationale et presque même internationale dans la profession, en partant du constat qu'aujourd'hui, on avait quelques éditeurs qui voulaient inventer notre métier et presque nous ubériser. Et ça, c'était pas acceptable. C'est peut-être mon côté corse, hein. Pour moi, l'indépendance, c'est quelque chose de Tu peux nous capital. donner un exemple concret De. d'éditeurs qui voulaient justement vous ubériser? Ben, aujourd'hui, on a des éditeurs. On a un grand sujet là en ce moment dans la profession, qui est un sujet qui est un éditeur de paye, Silae. Silae, qui est en train d'augmenter les tarifs de façon exponentielle, qui n'a pas de concurrence réelle aujourd'hui, et qui, dans les contrats, dit, voilà, en gros, l'expert comptable m'autorisez à contacter vos clients en direct. Voilà. Ça, c'est pas acceptable. Soit c'est un éditeur, soit il veut faire de la paye. Et donc, il voulait nous désintermédier quelque part. Et donc, je crée ce fonds d'investissement que j'appelle Dracaris. Et donc, à l'époque, tout le monde se dit c'est quoi Dracaris. Donc, bon, pour les, Le viking. voilà, non, mais les fans de Game of Thrones ont vite compris. Quand Daenerys est sur le dragon et qu'elle veut que le dragon crache du feu, elle lui dit Dracaris. Donc, mon idée, c'était de dire aux éditeurs voilà, il va falloir nous respecter un peu. Donc, venez nous chercher, on va cracher du feu. Et donc on crée ce fonds d'investissement et en fait pendant la période électorale, quand j'ai eu cette idée, quand j'ai annoncé cette idée de fonds d'investissement, tout le monde s'est dit oui bon il l'annonce pour les élections et puis quand il va être élu, Il fera pas. il fera pas. Bon, ben, dès le 17 décembre, je me mets au travail sur ce sujet, on le fait et puis on m'a dit non mais ça marchera pas. Et en fait, première levée de fonds, 30% de la profession qui met un ticket dans le fonds d'investissement. Ah d'accord, donc c'était même pas payé avec les cotisations Non, non. que payent les experts comptables, c'était les experts comptables qui financent leur propre fonds. C'est ça, qui deviennent en fait l'idée de Dracaris. Il y avait 3 idées. La première, c'est Actionnaire de sa profession. voilà. La première, c'était de dire on va devenir actionnaire de nos outils numériques. La deuxième, c'était on va se faire respecter. Et la troisième, c'est si on peut participer à l'évolution de nos outils demain. Voilà. Et ce que j'ai voulu à l'époque, et je l'ai très, très bien expliqué, et on m'a attaqué là-dessus derrière de façon très mauvaise foi, mais c'est le jeu, c'est que le Conseil national ne pouvait pas être la structure qui détient ce fonds d'investissement. Parce que le fonds d'investissement, quand on investit dans une start-up, c'est sur la durée. Le Conseil national, tous les 2 ans ou tous les 4 ans, il change de capitaine, il y a de la politique, il y a des gens qui ont des intérêts. Donc on ne peut pas dire à une start-up, on va rentrer à ton capital, mais dans 2 ans, on va peut-être changer, on va peut-être vouloir sortir, dans 4 ans, il faut une stabilité. Ouais. Et donc en fait, j'ai externalisé la gouvernance, avec une gouvernance bénévole, de ce fonds d'investissement. Une gouvernance bénévole. Oui. J'étais le président bénévole, moi, de cette société. Ok. Avec un conseil d'administration. Et on avait séparé les pouvoirs. C'est-à-dire que le président n'avait pas tout pouvoir, c'est le conseil d'administration qui l'avait. Le président proposait, le conseil d'administration décidait. Autour de la table, il y avait les syndicats de la profession, le conseil national et des experts comptables. Okay. Et donc très vite, on investit dans une start-up de compta qui s'appelle MyUnisoft, qui a commencé à bousculer. Après la levée de fonds, on crée une start-up de paye qui s'appelle Wikera. On rentre au capital d'une start-up de juridique qui s'appelle Juriact. Voilà. Et donc, on a
nos 3 métiers principaux avec des startups. Et puis j'avais dit aussi, moi, pendant cette campagne, et je continue de le dire, hein, on n'est pas là pour créer les outils de la profession. On est là pour mettre de la concurrence. Parce que si on crée demain l'outil de la profession, dans 5 ans, il n'y aura plus d'innovation. Quand on est Tu monopolistique. bloques tout, bien sûr. Voilà. Donc moi, je voulais créer de la concurrence. Et plus il y a de concurrence, meilleurs seront les outils pour les experts comptables et meilleurs seront les prix. Et au final, c'est nos clients qui seront gagnants. C'était ça l'idée du fonds d'investissement. Et tu as levé combien auprès de la profession? On a levé 9 millions d'euros auprès de la profession. D'accord, donc c'est quand même assez limité. Enfin, on ne peut pas non plus faire de gros investissements avec ça, mais c'est quand même déjà une belle levée. Voilà. Et puis comme on partait de zéro avec les startups, à part MyUnisoft qui existait, en fait, ce qui coûte cher pour une startup, c'est pas forcément le développement de l'outil. Ça a un coût. C'est le go-to-market. Voilà. Et quand Dracaris a 30% de la profession au capital, le coût d'acquisition client, c'est pas le même que celui qui doit avoir des commerciaux, qui doit taper des portes. Voilà, déjà des actionnaires qui naturellement vont vouloir utiliser les outils. Et donc en fait, on a réussi avec ça à mettre moins d'argent que ce qu'il aurait fallu s'il y avait ce go-to-market. Voilà. Et donc Et c'est il se porte là-dessus. comment aujourd'hui le fonds? Aujourd'hui, le fonds a 4 participations, dont Wikera, qui pour moi est la start-up de paye qui va venir concurrencer Silae. Maintenant, si elle en a l'occasion, parce qu'il faut aussi arriver au bout du projet. Et les attaques que j'ai subies et le fonds, en fait, ont ralenti ces projets. Et Payfit, non. Enfin, Payfit, on ne regarde pas. Non, non. Et puis je pense que maintenant, aujourd'hui, c'est trop cher, quoi. Ok. Voilà. Mais là, moi j'ai un enjeu avec Siley, parce qu'il y a un truc que j'avais pas compris, c'est qu'en fait, les experts comptables délèguent la création des bulletins de paie à Siley, c'est ça? c'est pas exactement ça. En fait, la problématique, c'est un peu la com qu'il y a dans la paye. Quand un expert comptable facture 35 euros le bulletin de paye ou 30 euros le bulletin de paye, on ne facture pas la feuille, on ne facture pas le bulletin, on facture l'ingénierie sociale. Ouais. Si l'AF facture du bulletin de paye, il ne facture pas l'ingénierie sociale. Derrière, oui, il y a des conventions, des conventions collectives qui sont paramétrées, etc. Donc ça simplifie le travail de l'opérateur de paye. Mais le gros du boulot, c'est tout le conseil social. Je licencie, j'embauche, j'ai un problème de congé payé, enfin, c'est tout ça. Et ça, c'est pas valorisé dans le travail de Silae. Silae ne le fait pas, ça. Non, mais ça j'entends. Mais pourquoi c'est pas facturé en conseil et pourquoi c'est facturé au bulletin de paie? C'est ça que j'ai du mal à comprendre, tu vois, parce que c'est une habitude. Ok. Parce que, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, cette difficulté à vouloir vendre des missions. Je pense qu'une des révolutions de la profession, elle va être là. Et moi, je suis persuadé que dans quelques années, avec l'automatisation, avec tout ce qu'on voit en ce moment, la compta sera très peu chère. Donc il va falloir migrer. Moi, je te le dis franchement, sur mes boîtes, quand je vois ce qui est proposé parfois par des experts comptables en termes de prix sur le bulletin de paie, nous, on travaille avec 800 cabinets d'avocats. Si tu veux, on a des avocats qui travaillent quasiment pour nous gratos. Le conseil social, on va majoritairement le chercher chez des avocats parce que c'est des gens qu'on connaît, etc. Et on ne vient pas chercher de conseil social chez des experts comptables, en tout cas sur ce qui concerne la paie. Et quand tu vois que des experts comptables, pour te mettre en place le système paie, te demandent 3 000 euros et derrière te billent 40 ou 50 balles sur le bulletin de paie, de temps en temps, on se pose vraiment la question. Et surtout quand tu vois que Silae, en fait, il vend son bulletin de paie à l'expert comptable 3 balles. Et ça m'interrogeait. Tu vois, quand j'ai vu la profession bouger contre Silae, je comprends, ils doublent leur prix, il n'y a pas de problème. Je comprends je comprends qu'il y a un truc qui se passe. Mais d'un autre côté, quand je vois ce qui était facturé par Silae aux experts comptables, je me dis, bah ouais, mais il faut quand même qu'ils aillent chercher une captation de valeur qui est plus importante que celle qu'ils avaient au préalable. Mais Silae facture le logiciel. Derrière, toute la partie saisie de données, la partie envoi de déclaration, et puis en social, il y en a des déclarations, il n'y a pas que la DSN. Hein. Donc il y a tout ce travail en fait. Okay. Et plutôt que de faire à chaque fois une facture qui peut aussi créer une discussion avec le client, le fait d'avoir ces forfaits, ça simplifie. Et il y a des cas où dans les forfaits, en fait, quand on a les temps réellement passés, on est perdant. Mais après, voilà, c'est le jeu du forfait. C'est le jeu de la facturation. C'est le jeu de la facturation. Donc voilà, il y a son investissement. Donc on a essayé de m'attaquer sur fonds d'investissement. On disait que c'était mon fonds d'investissement, ma société privée. J'avais 0,5% du capital que j'avais acheté dans les mêmes conditions que tous les experts comptables. Et j'étais président bénévole. Donc voilà, c'est... Ce qui est d'ailleurs pas normal, en fait, ce qui est plus louche d'ailleurs. Oui, parce qu'en termes de gestion, tu vois, tu dois avoir du caride, tu dois avoir des choses qui se font, etc. Ouais, mais parce que 4 participations, c'est quand même pas beaucoup. Voilà. Oui, mais on peut pas non plus, voilà, on fait avec ce qu'on a. Oui, et puis aussi, moi je m'étais dit, mais Lionel, comme j'ai toujours fait dans toutes les fonctions que j'ai eues, moi j'ai toujours cette image en fait, je prends l'image, j'aime bien imager souvent mes propos.
Quand j'arrive dans une fonction, moi je suis un citron. Je suis un bon citron là qui est bien juteux. Et puis au bout d'un moment, le citron il est pressé. Et donc c'est le moment où il faut passer à autre chose, il faut passer la main et qu'il y ait d'autres citrons qui arrivent et qui viennent donner de l'énergie. Voilà. Ouais. Et j'ai toujours dit, en plus, c'est ce que beaucoup de monde aussi me disent, Lionel, et je ne comprends pas pourquoi tu as été attaqué. Tu as tout dit avant, tu as fait ce que tu as dit. J'avais dit, je resterai 3 à 4 ans à la présidence du fonds d'investissement. Le temps de le lancer. On est parti d'une feuille blanche. C'est un peu comme un enfant. On a réussi à avoir un bébé, on le fait grandir, et puis une fois qu'il a à taille adulte, il faut passer la main, et puis voilà. Et donc c'était ça mon idée. Et donc j'ai fait le fond, et 3 ans après, 3 ans et demi après, j'ai laissé la présidence. Voilà. Et c'est naturel, c'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait des précarés. Voilà. Et puis après, il y a l'autre sujet aussi, moi, dans un petit perso, je suis fier aussi parce que c'est l'acquisition de l'immeuble. Euh, En fait, quand on analyse aujourd'hui, et j'ai 16 ans d'expérience d'élu, le lobbying de la profession, comme dans beaucoup de professions, il repose sur le carnet d'adresse du président. Les experts comptables, tous les 2 ans ou tous les 4 ans, il y a un changement de capitaine. Et donc on repart à zéro. Quand on regarde aujourd'hui le MEDEF, la CPME, l'UDP, enfin beaucoup d'organismes, ils sont là sur la durée. Parce que quand on arrive, en plus provincial, on arrive à Paris, donc déjà il faut un peu de temps pour comprendre comment ça marche, il faut rencontrer les gens, il faut créer de la confiance, il faut faire des propositions. Il y a le temps aussi politique qui est très long. Dans nos cabinets, on est action-réaction. Le temps politique, le temps qu'on arrive à convaincre qu'il y a un projet de loi, que ça arrive au Conseil de ministres, que ça finisse à l'Assemblée, au Sénat, il peut se passer 1 an et demi, 2 ans. Donc on ne peut pas être sur un temps court comme ça. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'on transfère le lobbying de la profession de la tête du président à l'institution, pour l'inscrire dans le temps long. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, aujourd'hui, les experts comptables, on est locataire d'un immeuble à la porte de Vanves. Alors moi, quand je regarde la carte de Paris, venant de Marseille, pour moi, la porte de Vanves, je prends le périph', les rails de la gare Montparnasse, c'est là où ça se croise, c'est la porte de Vanves, quoi. Moi, le soir, à 10h, quand je partais du Conseil national pour rentrer chez moi, c'est pas des ministres ou des députés que je croisais dans la rue en bas, c'était plutôt des dealers. Hein. Donc en fait, on s'est mis à un endroit où on est complètement anonyme, on est à 2 étages d'un immeuble de 13 étages. Et puis locataire, patrimonialement, c'est juste fou, quoi. Il n'y a pas un expert comptable qui dit à ses clients soyez locataire, qui est locataire lui-même. Non, tout le monde est propriétaire. Et donc nous, les experts comptables, le Conseil national, on est locataire. On était propriétaire rue Cognac-G et on a vendu pour partir en location. Voilà. Donc une erreur patrimoniale énorme. Et donc, on a cette opportunité d'acheter un immeuble en face de l'Assemblée nationale, à 500 mètres de Matignon, à 300 mètres de la plupart des ministères. Et je me dis, mais c'est là qu'il faut aller. Si on veut vraiment peser, parce que souvent dans la profession, on nous dit aussi, on me disait, et je l'entends encore, hein, on n'est pas écouté, on n'est pas respecté par les politiques, à la hauteur de tout ce qu'on fait. Bah, allons les voir, allons discuter, allons expliquer, créons le réflexe expert comptable. C'est pas du corporatisme. Hein. Quand il y a une loi qui sort, qui concerne l'économie française, qui c'est qui va mettre en place cette loi, qui va la mettre en œuvre réellement? C'est nous. Donc on a quand même vocation à dire oui ça marche, oui ça marche pas, c'est trop simple, enfin c'est simple ou c'est compliqué. En général c'est plutôt compliqué. Donc comment est-ce qu'on peut simplifier? C'est ça mon idée. Et donc on achète cet immeuble. Tout Paris me dit mais comment vous avez fait pour acheter cet immeuble? C'est génial. On est sur la place où il y a le café Bourbon, où il y a 90% des politiques qui viennent prendre le café, qui vont manger, donc pour faire du lobbying, comme on fait tous dans nos entreprises. Enfin, le lobbying, c'est de l'humain. C'est rencontrer les gens, c'est expliquer, voilà. C'est pas dans un bureau d'un ministère pendant une demi-heure qu'on fait du lobbying, qu'on se fait connaître. Et donc, voilà, on a cette opportunité d'acheter cet immeuble, on le fait, et puis les mêmes qui m'ont attaqué, parce que comme ils ont fait un putsch au Conseil national, qu'ils ont trahi leur engagement, qu'ils ont trahi les électeurs, il fallait bien qu'ils expliquent. Et plutôt que d'être les traîtres, c'était les sauveurs. Ils ont sauvé la profession d'un président, en fait, et de son successeur, puisque c'est mon successeur qui a été attaqué, puisque moi, je finissais mon mandat quoi qu'il arrive. C'était qui ton successeur? C'était Jean-Luc Flabeau qui devait prendre la suite. Ah, mais que j'ai rencontré la semaine dernière, qui était le patron de Fidelian, c'est ça. Pro, qui est voilà. très sympa. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, il faut qu'ils justifient en fait leur trahison. Et donc voilà, ils ont attaqué l'achat de l'immeuble en disant que l'immeuble avait été acheté trop cher. Aujourd'hui, il y a des prix de marché, il y a des prix qui s'envolent à Paris. Et contrairement à ce qu'on pense, moi, ce que j'ai découvert à l'époque, c'est que Paris est une des capitales européennes les moins chères. Quand on voit les prix à Paris, on se dit moins cher.
c'est une ordre d'idée, c'est une échelle, quoi, parce Ouais. que franchement, c'est quand même très cher. Mais au-delà de ça, est-ce que ce qui est important, c'est le prix de l'immeuble ou l'outil qui va permettre à la profession, sur le long terme, d'être respectée, d'être consultée, d'être écoutée? Voilà. Tant que le projet financièrement tient la route, en Voilà. réalité, moi je suis d'accord avec toi. En plus, le projet, on a fait 50% cash, 50% d'emprunt. 5 banques, mais qui peut croire aujourd'hui qu'une banque ne fait pas une évaluation quand elle prête? Bien sûr qu'ils ont évalué l'immeuble. Et tout le monde nous disait que c'était le juste prix. Donc après, c'est facile de dire, voilà, il a acheté 10 millions trop cher, 15 millions trop cher, faire une espèce de procès en sorcellerie. Les gens aujourd'hui, la société, c'est un peu l'image de société, on aime un peu ça. Voilà, ah oui, regardez, il est devenu fou, il est devenu président national, critiqué. Mais les experts comptables, on devrait Et puis quand t'as même. pas acheté ta résidence principale, quoi. Enfin, Mais non, tu mais donnais les clés ils ont un fait an après, courir quoi. des bruits que j'avais acheté un appart à Paris avec une rétrocommission. Enfin voilà, des trucs. C'est pas compliqué, j'ai pas d'appart Et à attends, Paris. tu as pris des plaintes au pénal derrière? Ah oui, j'ai eu une plainte pénale, une plainte judiciaire, donc une expérience. Voilà. Et t'as été relaxé? Ben, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Bon, a priori, c'est ce qui va se passer, puisqu'ils ont bien compris que c'était politique. Mais c'est ça, c'est le temps judiciaire aussi, hein, c'est long. Hmm. J'ai été auditionné en avril, aujourd'hui, j'ai pas de nouvelles. Et a priori, la procédure pénale française fait que j'aurai peut-être jamais de nouvelles. Et alors attends, comment tu vis ça? Parce que moi c'est ça qui me rendrait dingue à ta place. C'est que 2008, tu te dis je vais commencer à m'investir pour ma profession. Tu deviens, donc tu t'investis dans l'ordre régional au niveau du PACA, tu gravis des échelons, tu t'engages de façon physique, de façon très importante pendant le Covid, tu prends la tête de la présidence nationale, et quand tu rends les clés derrière, on vient t'attaquer sur 12 ans, 14 ans, 15 ans d'engagement pour ta profession. Moi, je le vivrais comme un dingue, je serais complètement fou à ta place. Comment tu fais pour gérer ça? Ben, en fait, c'est comme le Covid, tu interroges ta résilience. D'accord. Voilà. Il n'y a que quand tu prends des coups comme ça que tu sais si tu es résilient ou pas. Donc, il y a des moments qui sont un peu compliqués parce que tu es un être humain, parce que tu vois aussi. Enfin, quand mon avocat à l'époque me dit C'était qui ton avocat? c'est Tesler, Jean-François Tesler et le bâtonnier Castelin. Ok. Voilà. Et en discutant avec eux, ils me disent Lionel, il y a une plainte pénale, l'ordre national contre son ancien président. Il n'est pas exclu qu'un jour, à 6 heures du matin, on vienne taper à votre porte pour venir vous chercher. Et il a dit attends, j'ai bénévole, je me suis battu pour la pression, j'ai rien fait, mais il faut prévenir ses enfants. Hmm. Et là, quand je préviens mes enfants que ça peut arriver, bon, c'est pas arrivé, heureusement. Il y a mon fils, le petit, bon, qui a 18 ans aujourd'hui, qui me dit papa, mais en fait, on t'a pas vu pendant 2 ans, tout ça pour ça. Et là, en fait, ça interroge en fait sur le pourquoi, du comment. Après, je continuais parce que j'étais devenu président du syndicat des experts comptables. Je voyais beaucoup de monde et tout le monde me disait mais Lionel, on est derrière toi. Lionel, tu as été un formidable président, on a besoin de toi. Donc ça aussi, moi, ça a été mon moteur, Les gens qui t'ont soutenu les gens derrière. qui m'ont soutenu. Et puis de me dire mais j'ai fait mon job, j'ai rien fait de mal. Je suis attaqué par des voyous, c'est une chose, mais j'ai rien fait de mal. Et puis de lâcher, ça serait les faire gagner quelque part aussi. Donc voilà, je me suis battu. Donc voilà, petit à petit, ça s'efface. Et après, on me dit, oui, mais Lionel, maintenant, il va falloir les attaquer, tout ça. Je dis, mais dans la vie, quand on a un caillou, dans la chaussure, il faut l'enlever. Et rester dans la haine, dans l'attaque, tout ça, en fait, pour moi, ils n'existent plus, ces gens-là. De toute façon, ils sont dans une médiocrité, ils sont dans le caniveau dans lequel ils se baignent, il faut les laisser là-dedans. Et je passe à autre chose. Et je pense que celui qui est le plus heureux, c'est celui qui passe à autre chose. Celui qui est toujours dans cette guerre, qui se lève le matin en pensant qu'à ça, il est malheureux. La vie, elle est trop courte pour ça. Ouais, c'est déjà une prise de recul importante sur soi-même parce que pour certains, c'est un moteur. C'est ça. Non, et puis voilà, je pense qu'il y a autre chose dans la vie. Je pense qu'en plus, ils m'ont rendu service parce que je me sentais un devoir d'aller aux élections, mais j'en avais plus envie. Euh, les 2 ans que j'ai passé au Conseil national, c'est une expérience exceptionnelle, une expérience formidable, mais je ne savais pas au fond de moi ce que j'allais pouvoir apporter de plus, quoi. Je pense que j'avais tout donné. Donc voilà, ça me permet d'avoir du temps pour moi, de faire autre chose, et puis voilà, pour ma vie, c'est génial. Et si là tu étais président de l'ordre des experts comptables, une nouvelle fois, parce que tu l'es pas, donc Mhm. c'est assez sympa de pouvoir faire cet exercice, qu'est-ce que tu ferais pour les 2 ans à venir? Ce serait quoi ton projet? Là en ce moment, de quoi la profession a vraiment besoin? Ben, la profession, elle a besoin de la continuité de ce qu'on avait lancé en 2020, c'est-à-dire de continuer à travailler sur l'indépendance numérique.
parce que c'est le moteur de nos entreprises. Donc, si on est dépendant d'éditeurs ou qu'il n'y en a pas assez qui créent cette dépendance, ça crée un risque sur notre profession. Et puis le deuxième sujet, j'aurais continué cet investissement auprès du gouvernement. Et je pense encore plus en ce moment, parce que tout le monde me dit oui, mais te rends compte, en ce moment c'est le bordel, l'Assemblée, les motions de censure, tout ça, il peut rien se passer. Je dis au contraire, parce que les experts comptables, on a des mesures techniques à proposer, on n'a pas des mesures politiques. Et donc l'Assemblée, le Sénat, ils ont besoin aussi d'être nourris en fait de textes. Et c'est le moment justement d'aller porter des idées pour simplifier la vie des entreprises. Mais vous n'avez pas de cabinet de lobbying qui bosse pour le Conseil national? Parce que par exemple pour l'ordre des avocats, il y en a. L'ordre des experts comptables, il n'y en a pas. Il y en a, mais je ne suis pas sûr complètement de leur efficacité. Ok. Voilà. Moi, je pense qu'une grande partie, c'est de l'humain. C'est vraiment de l'humain. Enfin, moi, je vois l'expérience que j'ai eue et les relations que j'ai pu créer avec les différents ministres avec qui j'ai travaillé. Aujourd'hui, ils ne sont plus ministres, on est toujours en contact. Okay. Parce qu'on a créé cette relation humaine, cette relation de confiance, en fait. Voilà. C'était pas un rapport de force, en fait. C'était de dire, voilà, je me souviens d'une discussion avec un ministre qui m'explique ce qu'il veut faire. Et je lui dis, mais monsieur le ministre, j'y arriverai pas. Et là, il me regarde, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Et je lui explique pourquoi. En tant qu'expert comptable, comme si j'avais eu un client en face de moi, je lui dis pourquoi ça ne marchera pas et ce que je ferais à sa place. Et là, j'ai vu sa réaction instantanée qui regarde son directeur de cabinet qui dit, vous m'invitez les experts comptables dans les groupes de travail. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble. Sur un autre sujet de mise en place, de gestion de la data économique des entreprises, il me dit, moi, je suis prêt à vous financer le projet. Je dis, moi, je ne veux pas que vous me financiez. On a les moyens. Je veux que vous me donniez l'autorisation juridique de le faire. Donc voilà, on a pu créer des relations de confiance et c'est comme ça qu'on fait bouger les lignes. Voilà, parce que j'étais connu dans les ministères pour être celui qui a envie de bouger les lignes. Je me souviens d'une ministre au Congrès national de Paris qui a dit en fait, j'ai toujours grand plaisir à rencontrer Lionel parce qu'une ministre ou un ministre en fait, passe sa journée à recevoir des gens qui viennent se plaindre et qui ont des problèmes. Il me dit Lionel, il arrive, il n'a jamais un problème, il a toujours des solutions. Voilà. Et c'était ça un peu ma marque de fabrique et je pense que c'est comme ça qu'on doit faire. On est des experts, on doit apporter des solutions. Si on apporte des problèmes, ça sert à rien. T'as un petit côté Bernard Tapie que j'aime beaucoup. Oh putain, j'étais fan. Moi, je suis un grand fan de Bernard Tapie. Au-dessus de mon bureau, il y a la photo de Bernard Tapie et Bernard Hinault sur un tandem. Moi, j'ai une anecdote avec Bernard Tapie. Donc, je jouais au football à l'Olympique de Marseille. Donc, j'arrive moi à Marseille l'année de la Ligue des Champions. Et en fait, je suis ramasseur de balles d'un match de Ligue des Champions. Et donc à Marseille, il y avait un tunnel par lequel les joueurs arrivaient, avec une trappe qui se levait comme un pont-levis. Les joueurs arrivaient et rentraient sur le stade. Et donc les ramasseurs de balles, on était là dans les escaliers à attendre d'aller se positionner. Et qui on voit 2 minutes avant le boss. Voilà, le boss qui arrive, donc le président d'Olympique de Marseille, qui vient voir ses ramasseurs de balles pour leur donner des consignes. Et là, on se dit, voilà, il a tout compris. Donc il n'est pas dans les hautes sphères, il est capable d'aller mettre les mains, le côté bleu un peu que je disais tout à l'heure, il est capable de venir mettre les mains dans les détails pour faire en sorte que ça marche. Et là il nous dit, bon les gars, si on gagne, les ballons tranquilles, si on perd vite, vous renvoyez vite les ballons pour mettre la pression sur l'adversaire, voilà, le sens du détail. Voilà. C'est une anecdote qui est pour moi exceptionnelle. Qui est assez incroyable. Et j'ai d'ailleurs rencontré son expert comptable qui avait aussi Papin, etc., et qui a beaucoup travaillé avec lui, qui est un mec incroyable. Ok, donc tu as parlé, donc ce que tu mettrais en place, c'est lutter contre l'indépendance, enfin la dépendance numérique et faire en sorte que ça puisse bouger, mettre en place du lobbying pour faire en sorte de parler avec les pouvoirs publics et vraiment changer les règles. On a parlé tout à l'heure d'attractivité, donc continuer à bosser sur l'attractivité de la profession pour faire en sorte que les jeunes puissent avancer. C'est ça, grande campagne de communication. Formation, mais ça va avec. Mais une grande campagne de communication pour expliquer aux jeunes c'est quoi notre métier. Voilà, de montrer que c'est un métier qui est fun. Et parce que moi, l'image que j'ai de l'expert comptable, d'ailleurs, ma petite sœur me fait mourir de rire avec ça. J'ai un costume bleu pétant. Et elle me dit, t'as mis ton costume d'expert comptable. C'est bien parce qu'avant c'était gris. Donc le bleu, déjà, c'est une bonne. Et tu vois, c'est vraiment toujours le mec que tu imagines. Ce serait marrant de faire ça d'ailleurs à des collégiens ou des lycéens pour se rendre compte de l'image de l'expert comptable. C'est de te faire dessiner selon toi à quoi ressemble un expert comptable. Mais moi, il m'est arrivé, alors c'est vrai qu'au début, ils m'ont regardé avec des gros yeux, mais d'arriver au Conseil national en jean. J'avais pas de rendez-vous officiel, voilà, d'être en jean ou de pas avoir de cravate. Et puis je mettais une cravate quand j'avais rendez-vous et puis je l'enlevais, quoi. En fait, l'habit fait pas le moine. Exactement. C'est ce qui est important, voilà, c'est ce qu'on est capable d'incarner. Alors, en plus, ce qui marquait les gens, c'est que dans mon bureau, j'avais 2 tableaux dans mon bureau. J'avais derrière moi, qu'on voyait dans toutes les visios, j'avais Flash.
Donc on se dit, ouais, un expert comptable qui a un tableau D'un de Marvel. street art, d'un Marvel. Voilà, hein. Et puis j'avais Napoléon. Voilà, enfin c'était plutôt Bonaparte. Et c'est vrai que voilà, je voulais moderniser le truc, parce que enfin, il faut sortir du conservatisme et de ces images, quoi. Le bourgeois de province, stop, quoi. Mm. Euh, Aujourd'hui, tu vas quitter la profession d'expert comptable. Oui. Pourquoi? En fait, je me suis toujours dit, toujours dans cette idée de projet, qu'à 50 ans, soit je continuais à faire la même chose que je fais depuis 25 ans, où je pense avoir fait le tour, et me lever le matin en me disant, oh, bah, c'est juste alimentaire, et en fait m'emmerder. Euh, Soit, il me dit, à 50 ans, il faut que tu aies le courage, quelque part, de rebattre l'écart, de repartir de zéro et de faire quelque chose de nouveau. Voilà, toujours cette idée de projet. Et donc j'ai commencé par chercher à acheter une PME, parce que je me suis redit, ouais, Lionel, tu as dit toute ta carrière qu'un expert comptable, c'est un chef d'entreprise au service des chefs d'entreprise. Maintenant, il faut que tu le prouves. Donc tu as prouvé que tu es capable d'être un chef d'entreprise d'autre chose que de l'expertise comptable. Donc voilà, j'ai cherché, et puis j'ai pas réussi à trouver, malheureusement, quelque chose qui me correspondait. Puis au bout d'un moment, comme je commençais à m'emmerder un peu, hein, parce que bon, j'ai vendu le cabinet il y a bientôt un an, là. Bon, c'est un peu à tourner en rond, parce que quand on vend comme ça et qu'on s'arrête, un mois, 2 mois, 3 mois, c'est sympa. Parce qu'on fait plein de choses qu'on n'a jamais fait. J'ai pu partir en voyage avec mes enfants, enfin voilà, essayer de rattraper un peu le temps perdu de mon investissement. Puis au moment, bon, ça commence à être long. Et donc je me dis, mais pourquoi est-ce que tu ferais pas ce que tu sais le mieux faire, c'est-à-dire accompagner le dirigeant dans l'acquisition, dans la vente d'une entreprise. Et donc j'ai décidé de créer mon cabinet de conseil en acquisition, en cession d'entreprise, d'accompagnement du dirigeant, d'accompagnement patrimonial. Voilà. Et donc je commence cette nouvelle activité début 2025. Là je suis prêt, hein, j'ai toutes les autorisations, tout ça. Ok. Voilà. Donc, banque d'affaires et gestion de pattes. C'est ça. Avec les experts comptables, toujours. Toujours ce D'accord. côté. Donc, en lien appuyé avec les C'est experts ça. comptables. En fait, moi, toute ma carrière, j'accompagnais des acheteurs et des vendeurs et j'avais une banque d'affaires quelque part qui prenait de gros honoraires. Et moi qui faisais 90% du boulot, j'avais du mal à facturer 1000, 2000 euros à mon client pour tout Moi, l'accompagnement. ça me rend ouf. Chez Voilà, tous mes clients, je leur en parle, etc. Ils osent pas mettre, c'est même ça. quand ils ont des activités banque d'affaires, tu vois, Mm. j'accompagne quelques cabinets d'expertise comptable qui ont des activités banque d'affaires. Ils ont de banque d'affaires que le nom, hein. Vraiment. Et je leur dis, Mm. tel que je suis en train de te le dire. C'est-à-dire qu'ils font le même métier, mais à des honoraires 25 fois inférieurs. Voilà. Donc moi, mon idée, c'est de travailler avec les experts comptables, donc qui me disent, voilà, j'ai tel client qui veut vendre, est-ce que tu peux t'en occuper? Et derrière, qu'ils puissent se rémunérer normalement au travail qu'ils ont fait, et donc qu'ils me refacturent une partie de la commission que je prendrai par rapport à leur investissement. Je crois que c'est un juste retour. Moi, je suis fier d'être expert comptable et j'ai envie de travailler avec la profession que j'aime, et voilà. Donc c'est ça le modèle que je veux faire. En plus, souvent, on s'aperçoit en province que cabinets de conseil ne sont pas forcément très techniques, c'est plutôt des commerciaux. Mm. Donc voilà, il y a ce côté expert comptable aussi avec cette technique. Voilà, et puis, toujours dans cette envie de servir l'économie, de servir la société. Pendant mes 2 ans de présidence, j'ai eu la première année, j'avais placé l'expert comptable au cœur de l'économie. On était au cœur de la relance économique, hein, Ouais. 2021. Et 2022, on était dans la présidentielle au cœur de la société. Et pour la première fois dans l'histoire de l'ordre, on avait fait 100 propositions pour la présidentielle. Voilà, avec des propositions qui sortaient du cadre de l'expertise comptable. On était sur l'écologie, on était sur plein de sujets. Et donc, dans l'envie de s'investir, aujourd'hui, quand on regarde le constat, il y a 500 000 entreprises qui vont changer de main dans les 5 ans en France. Il y en a 25 000 en PACA. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui préfèrent créer que racheter une entreprise existante. Est-ce que c'est pas mieux de racheter, d'aller plus vite avec une boîte qui a déjà des salariés, qui a déjà un carnet d'adresses, qui a déjà un savoir-faire? Ça, c'est un problème de formation aussi, c'est Voilà. pareil. Et le risque n'est pas le même. Et Quand donc tu j'ai crées- envie de m'investir là-dedans Ok. aussi. Voilà. Donc d'essayer de mettre ma pierre à l'édifice dans cet enjeu exceptionnel pour la France de la transmission des entreprises dans les 5 ans. Chiche. Voilà. C'est un peu mon. C'est une très bonne chose. Voilà. Et puis j'avais envie aussi de me dire, le matin tu vas te lever, tu vas te mettre un coup de pied aux fesses, et puis voilà, Je repense à quelque chose tout à l'heure, tu parlais de données, j'avais une idée qui m'est venue en tête, mais tu as avancé sur une idée intéressante, donc je l'ai laissé continuer et je l'ai oublié. Je ne comprends pas aujourd'hui comment l'Ordre national des experts comptables, les conseils régionaux, n'imposent pas aux éditeurs, Cegid, ACD, Sage, Penny Lane, Time, etc., 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 d'avoir de la donnée centralisée sur les entreprises et sur l'expertise comptable. Ils ont toute la donnée entre leurs mains. Cette donnée-là, elle ne vous remonte pas. Vous n'y avez pas accès. Vous n'avez pas de vrais chiffres sur la profession. Et je trouve que c'est une calamité. Alors c'est pas tout à fait exact.
En fait, on a, et c'est mon ancien vice-président au numérique qui avait créé ça il y a 20 ans, un portail déclaratif qui s'appelle jedéclare.com, Ouais. qui permet en fait à tous les experts comptables d'envoyer les déclarations fiscales à l'administration. Et c'est l'ordre qui possède ce portail. Et en fait, on récupère les données et on sort ce qu'on appelle Image PME, qui est un baromètre économique en temps réel de l'économie française. Voilà. Alors, c'est pas très connu. J'ai étonnamment été un des seuls à m'en servir quand j'étais président de PACA et après au Conseil national. Et j'allais voir, je faisais une conférence de presse tous les trimestres, moi, où je donnais les chiffres de l'économie. C'est aussi comme ça qu'à Bercy, on a réussi à. Parce que je leur donnais les chiffres. Mais t'as combien de déclarants là-dessus? 3 millions. Ok. J'ai les 3 millions de TPE en fait. J'ai pas les très grosses boîtes, Mm. mais j'ai les 3 millions de TPE. J'ai ce qui est pour moi l'économie réelle de notre pays. Hein. Oui, mais t'as pas alors, du coup, t'as des infos sur les TPE, PME, les petites PME, Hmm. mais t'as pas d'infos sur la profession d'expert comptable. Alors, on a des infos sur la profession d'expert comptable aussi, parce Mais qu'ils là, déclarent aussi. t'imagines ce que t'aurais Mais moi, avec les éditeurs? moi, ce qui m'intéresse au-delà c'est pas forcément les chiffres des experts comptables. J'ai besoin des chiffres de l'économie. Et là, il y a une guerre avec les éditeurs. Il y a un bras de fer avec les éditeurs. Aussi, les éditeurs disent les datas des PME sont à nous. Ouais. Les experts comptables disent non, ils sont à nous. La réalité, c'est que c'est ni aux experts comptables ni aux éditeurs, c'est aux clients. Leurs datas leur appartiennent. Bon, aujourd'hui, ils confient la data aux experts comptables. Donc, moi, mon projet que j'ai mis en œuvre, hein, qui était le data lake de la profession, il est là-dessus. C'est d'arriver à collecter les données économiques pour pouvoir accompagner les clients. Le problème du data lake, aujourd'hui, c'est le mot un peu à la mode, quoi. À l'époque, c'était la SCI, la holding. Donc, dans le dîner en ville, ça fait bien de parler de data, de mettre des mots data scientist, etc. Derrière, il faut mettre les mains dedans et voir la réalité des choses. Un data lake n'a d'intérêt que s'il y a derrière des cas d'usage pour les experts comptables. Donc, moi, j'ai créé ce qu'on appelle l'outil, c'est Jeux DataVis, qui avait 2 cas d'usage. Le premier cas d'usage, c'était du comparatif sectoriel. Même un boulanger, la seule chose qu'il a envie de savoir souvent, c'est comment il s'en sort par rapport à ses concurrents, par Bien rapport sûr, aux autres. mais d'avoir des chiffres clés de Voilà, la des chiffres profession, clés, des savoir chiffres de comment ça se marge, de passe, etc. BE, Bien de sûr. masse salariale, de frais généraux. Voilà. Et le deuxième outil, c'est un outil de prospective, en fait, d'analyse de marché. Souvent, l'exemple que je prenais, moi, quand je faisais ma tournée en tant que président, je dis, voilà, je suis expert comptable à Marseille. Si j'ai un client de Marseille qui veut venir s'installer à Paris, qui vient s'installer dans la rue, qui est restaurateur, je ne connais pas le secteur. Mm. Comment est-ce que je peux devenir un expert comptable augmenté? Comment est-ce que je peux être en mesure de venir challenger le prévisionnel du client? C'est ça notre rôle réel. Mm. Et là, avec JeuxDataVis, en fait, on a réussi à collecter plein de données et dire, voilà, telle rue, on géolocalisait le local, le nombre de personnes qui passent devant, le pouvoir d'achat, l'âge, le sexe, toutes les données, les loyers autour, toutes des données qui vont nous aider à challenger. Non, mais des cas d'usage, tu en as des centaines. Ouais. Tu as des entreprises étrangères qui veulent venir s'implanter en France, ultra pertinentes pour avoir ces informations-là. Tu as des entreprises qui veulent développer un segment d'activité, ultra important d'avoir ces datas-là. Tu as des entreprises qui veulent racheter d'autres boîtes, ultra importantes d'avoir ces datas-là. Mais Tu as des entreprises qui sont en difficulté, ultra importantes d'avoir ces datas-là. tu vois, sur les entreprises en difficulté, moi je voulais qu'on fasse ce que j'appelle moi la compta prédictive. C'est-à-dire aujourd'hui, un expert comptable, on peut le qualifier d'homme du passé. Un bilan, Ouais. c'est une image dans le rétroviseur. Ce qui intéresse le dirigeant, le chef d'entreprise, c'est l'image devant. Il a besoin de Waze et pas de son rétroviseur, quoi. Il a besoin de savoir où il va. Et je me suis dit, si on prend les 5 ou 10 dernières années d'entreprises qui ont déposé le bilan, qu'on modélise ça, on va avoir des ratios. Et si demain, quand on sort un bilan, on dit à un client, oula, attention, 70% des entreprises qui ont tel et tel ratio comme vous ont déposé le bilan dans les 5 ans. Warning. Maintenant, on va se mettre autour de la table, on va faire en sorte que vous soyez pas dans ces 70%, mais dans les 30% autres. Voilà, on va devenir dans la compta prédictive. Non, mais surtout, vous deviendrez un vrai conseil. ça. C'est-à-dire que vous serez pu, et moi c'est ce que je reproche beaucoup aux experts comptables que j'ai pu avoir pour mes entreprises, c'est qu'ils n'interviennent que quand on les appelle. Ils ne sont pas du tout dans le conseil aux dirigeants de façon spontanée. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est ça que je voulais changer, moi. Voilà, je voulais changer cette image. Et puis quand tu changes l'image, derrière, tout le monde bouge. C'est le train, hein, Ouais. le TGV, il faut que tout le monde monte dans le wagon. Moi, je voulais laisser personne sur le bas-côté, sur le quai. Mais le problème de cette vision, c'est que c'est un paradoxe et ça vient en contradiction de la stratégie de beaucoup d'éditeurs. Parce que les éditeurs, ce qu'ils ont envie, c'est de collecter les données de nos clients pour nous les revendre. Bien sûr. Alors que moi, ce que je voulais, c'est le Conseil national.
Mais derrière, Ça, pour le coup, le Conseil national, il n'y aura pas les équipes pour pouvoir les analyser, pour pouvoir les mettre en ben, place. Pour pouvoir les mettre en pratique. moi, à l'époque, j'ai travaillé avec une boîte qui s'appelle Atometrix, dont c'est la spécialité, qui nous sortait Image PME. On avait passé un contrat avec une autre grosse boîte de data qui était chargée d'analyser les trucs. Mais après, la complexité, c'est pas de trouver des C'est spécialistes. d'administrer. Voilà. Et puis c'est d'avoir de la donnée structurée. Parce que alors, le grand mot en ce moment que j'ai entendu pendant la campagne électorale, c'est avec la facture électronique, on va pouvoir faire un data lake extraordinaire. Ok, bon, ben, vous allez me trouver un cas d'usage, hein. Et puis on va concrètement regarder les factures. Alors, on me dit, ouais, mais on va pouvoir analyser le prix des boulons. Ok, vous pensez que toutes les entreprises vont libeller les boulons de la même façon? Non, mais voilà, le terrain en fait, les mains dedans, là, le côté bleu. C'est bien beau de faire des grandes théories, mais on n'appuie pas sur un bouton et ça marche pas. Pareil, quand on fait notre échantillon d'image PME d'entreprises, il y a des entreprises qui ont des exercices de 12 mois, d'autres de 9 mois, d'autres de 15 mois. Il y en a qui déposent le bilan, il y en a qui se créent. Comment on a un échantillon qui est représentatif avec tout ça? Donc voilà, c'est pas si Ça, pour simple. le coup, c'est le travail des data analystes et des data scientists. Exactement. Mais si on ne fait pas ce travail, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas avoir une vision. Parce qu'on va croire que c'est facile, on appuie sur un bouton et tout sort, quoi. Mais moi, je voulais mettre la profession et j'avais même discuté avec le ministère pour qu'on change notre texte fondateur, en fait, qui est l'ordonnance 1945, et que le gouvernement autorise les experts comptables à gérer la donnée économique. Un peu comme aujourd'hui les notaires sont en capacité de sortir les prix de vente au mètre carré, etc. Mais moi, je voulais qu'on soit en capacité de donner le pouls de l'économie française en direct. Voilà. Ce qui aurait été fantastique. Ce qui était fantastique. Pour vous remettre au centre de l'économie nationale. C'est ça. Et j'espère que mes successeurs arriveront à aboutir à ce sujet parce que c'est stratégique pour la profession. Eh bien, j'espère pouvoir les aider et avancer avec eux. J'ai une dernière question à te poser, Lionel, parce que je te cuisine depuis maintenant quasiment 1h20. Le podcast le plus long que j'ai jamais fait. Et parce que tu parles beaucoup, mais c'est extrêmement intéressant. J'ai oublié ma putain de question. Non, écoute, ça me revient pas, donc je vais te laisser la minute Lionel Canesi de la fin. Bah, moi déjà, je suis ravi de pouvoir échanger sur ces sujets. Ça a été un moteur pour moi ces années d'investissement dans la profession. Donc voilà, j'ai annoncé publiquement, je l'ai écrit. Donc voilà, et comme je suis un homme de parole, moi souvent je dis voilà, un Corse, ça préfère mourir que trahir. Donc voilà, j'ai annoncé ce que j'allais faire, comme j'ai toujours fait. Là maintenant, je me lance dans une nouvelle activité. Et puis voilà, j'ai aussi envie de continuer à servir la société, servir ma profession. Et donc voilà, je vais essayer de me lancer aussi en politique. Si demain je peux être député et essayer, voilà, avec l'expérience que j'ai au Conseil national, essayer de faire bouger les lignes, je le ferai volontiers. Maintenant, si je prends un autre mur, bah, c'est pas grave, mais au moins, voilà, par idéalisme, j'aurais essayé. Et je crois que ce qui est important dans la vie, c'est ça, c'est d'avoir des rêves et d'essayer de vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie. Magnifique. Ma question est revenue. Qui sont les gens qui t'ont impressionné, les experts comptables qui t'ont impressionné, que tu me recommandes de rencontrer? Ne fais pas le truc. Je sais que tu parles franchement, donc ne me fais pas. Je peux pas t'en donner. Non, Je non, risquerais non. d'en oublier. Non, 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 ah, non, non, bon, surtout pas. En fait, je suis pas. Euh, j'ai du mal à être impressionné parce que je suis pas un peu dans le fan system ou le star system. Ça a été assez drôle dans ma présidence parce que à Paris, par exemple, on a fait venir la présentatrice du 20h de TF1. Tout le monde était là. Moi, je savais même pas qui c'était. Et puis, voilà. Euh, Ma mère était psychologue et la seule star que j'ai eue à un moment donné, c'était Michel Platini quand je jouais au foot, quand j'étais jeune. Un Et ancien. voilà, j'avais le poster, tout ça. Et un jour, ma mère m'a dit, tu sais, bah, il a mal au ventre comme tout le monde, quoi. Et c'est vrai que voilà, ça a fait descendre un peu tout le monde sur le piédestal. Ouais, il y a pas grand monde m'a impressionné. Il y a des gens formidables dans la profession. Hein. Il y a des talents, mais voilà, pas de là à être impressionné et dire, ouais, il faut aller voir un tel ou un tel. Voilà. Donc tu me recommandes personne. Je veux voir Non. personne. Non, non, mais il y en a plein à l'interviewer, mais c'est pas à moi à donner des bons points ou des mauvais points, quoi. Ok. Voilà. Ça marche. Lionel, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. J'ai Bah, passé un super moment. moi aussi, Et un je te plaisir. souhaite d'accomplir tout ce que tu vas accomplir dans la suite de ta carrière professionnelle. T'es gentil. Belle journée à toi. Ciao. Bonne journée.